take on the world. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver après le débat de la semaine dernière qui a été vraiment un événement puisque à l'heure donc où nous enregistrons cette émission, vous êtes près de 400 000 à l'avoir suivi, sans compter évidemment les milliers, près de 8 000 commentaires sous la vidéo. Donc j'espère que nous serons au même niveau cette semaine puisque j'ai le plaisir d'organiser un nouveau débat. Nous en organiserons de plus en plus. C'est un petit peu l'innovation de cette année 2025 pour les Incorrectibles dans ce nouveau studio. Et donc j'ai choisi cette semaine d'organiser un débat pour revenir sur le mouvement des Gilets jaunes. Que reste-t-il des Gilets jaunes? Voilà le titre de ce débat. Et pour donc participer à ce débat, j'ai choisi de convier deux personnalités particulièrement impliquées dans cet événement qui était évidemment le soulèvement des Gilets jaunes, à commencer par Jérôme Rodriguez. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Eric. On ne vous présente plus, vous étiez une des figures de proue de ce mouvement. Vous aviez même été éborgné. Je crois que ce dimanche, cela fera exactement 6 ans. Vous avez été borné, c'est ça? À 18h, ça fera exactement 6 ans, jour pour jour, heure pour heure, pratiquement, que je passais sur la table d'opération, effectivement. Incroyable. Comment allez-vous d'abord? Après, ça dépend de quel point de vue, personnel, professionnel. Tout est très compliqué. Tout est très compliqué. Ça se passe beaucoup dans la tête. Des fois, il y a ce que j'appelle des shutdowns, c'est que je suis un peu à la ramasse au niveau psychologique, parce qu'il y a beaucoup de choses de ma vie qui ont été cassées. L'œil, c'est pas le plus important. Ça fait partie des choses qui ont été cassées dans ma vie, mais il n'y a pas que ça qui a été cassé. Donc c'est très compliqué de refaire surface en ayant été autant impliqué dans un mouvement parce que pareil. Ce que vous laissez entendre, c'est qu'il y a eu des conséquences, évidemment, sur la vie privée, surtout, quoi. Désastreuse. C'est à croire qu'il ne fait pas bon de s'engager en France quand on veut un monde meilleur, en tout cas. Jérôme, bien que cela fasse longtemps qu'on ne se soit pas vu, on s'était rencontrés une première fois, je crois que c'était à Sud Radio à l'époque, donc ça remonte aussi loin pour moi, en effet, puisque c'était en effet en pleine période des Gilets jaunes, qui avait permis d'ailleurs à Sud Radio aussi de sortir aussi du lot des médias. Jérôme, on va être tout à fait transparent pour les gens qui nous regardent. Il y a peu, j'ai organisé une émission qui s'appelle Bistro Liberté sur une autre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de TVL, où on avait à un moment donné parlé des Gilets jaunes. C'était lors d'une intervention de mémoire de Philippe Pascot, qui justement avait été prise à partie par quelqu'un qui s'appelle Adrien Abosi. Et suite à la diffusion de cette émission, vous m'avez à nouveau contacté, bien remonté, on peut le dire. Bon, si, il faut être transparent. Non, pas forcément. Vous m'avez envoyé un message sur Twitter, vous étiez bien énervé parce que vous aviez le sentiment c'est pas, que les gens parlaient des Gilets jaunes sans savoir de quoi ça relevait. Je ne veux pas qu'on croie que j'ai été énervé, pas du tout, parce que quand même. Je sais, non, parce que j'ai du cœur. À un moment donné, il faut faire la différence, et c'est ce qui m'a coûté le plus cher dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que les décisions que j'ai prises, elles n'ont jamais été stratégiques, à part une, qui concerne Bigard. Le reste, ça n'a été que des décisions de cœur. Et le cœur, ça ne paie pas parce que les gens n'ont pas le même cœur que toi. Et généralement, on est plus prompt à te taper dessus quand tu prends une décision qui vient du cœur. Moi, ça me touche à cœur quand j'entends des choses. Et je sais que tu es une personne accessible. Si j'ai exactement la même attitude et la même réaction sur n'importe quel autre média qui soit mainstream ou plus indépendant, quand j'entends des gens parler des Gilets jaunes et dire des choses qui, pour moi, ne sont pas fausses forcément, mais pas telles que je les ai vécues ou telles que nous les avons vécues, et que je sais que si moi je t'interpelle, à un moment donné à un autre, toi tu prendras le temps de venir me répondre et peut-être même me laisser un droit de parole, chose que les autres ne font pas. Donc pour le coup, ça a été toi ce jour-là, et je te remercie de m'avoir répondu, parce qu'aujourd'hui on se retrouve là et on va pouvoir discuter, parce que les autres ne le font pas. Les autres médias, quand les gens viennent parler des Gilets jaunes, se servir des Gilets jaunes, prendre un bouclier des Gilets jaunes, ou faire monter la peur du Gilet jaune sans que même il y ait un Gilet jaune sur le plateau pour pouvoir parler, que ce soit moi ou un autre, ça me fout les boules, tout simplement. Voilà. Parce qu'il faut faire la différence aujourd'hui entre l'histoire médiatique qui veut être racontée, la légende, l'histoire réelle et ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, et je fais partie de cela. Le seul travail que je fournis aujourd'hui, c'est encore, hier j'ai passé 2 heures avec une Chilienne qui monte une thèse ou un mémoire sur les violences policières et les mutilations au sein du mouvement des Gilets jaunes. La semaine dernière, c'était une Américaine qui fait elle aussi une thèse ou un mémoire. C'est le seul travail aujourd'hui que j'accomplis pour ne serait-ce que laisser la trace de ceux qui ont vécu le mouvement.
Il y a quelques mois en arrière, j'avais eu quelqu'un qui faisait un mémoire, qui faisait des études d'histoire, donc sûrement qui sera archéologue, historien ou peut-être prof d'histoire. La seule chose que je lui ai demandé, je lui ai dit, si un jour on vient à parler des gilets jaunes à l'école, dis que tu as parlé avec un gilet jaune, pas avec Rodriguez, avec un gilet jaune, celui qui a vécu. Ne laisse pas raconter l'histoire. Comme moi, je me suis aperçu aujourd'hui en étant adulte que l'histoire qu'on nous a racontée à l'éducation nationale sur certains points historiques n'ont strictement rien à voir avec aujourd'hui ce qu'on peut avoir comme information, si tu veux, tu vois. Et moi, je veux au moins laisser la trace que celle que nous avons laissée, l'histoire que nous avons écrite, et pas la laisser écrire par d'autres. Alors justement, suite à ton interpellation, merci d'avoir souligné en effet que je répondais parfois avec du retard, mais j'essaie en effet aussi autant que possible de répondre aux gens, et notamment encore plus à des gens que j'avais déjà reçus. Voilà. J'ai d'autres numéros, hein. Tu sais, j'ai Malherbe, j'ai Hanouna, j'ai je sais pas si je dois le prendre bien d'être comparé à ces gens-là. Non, mais si, parce que toi au moins tu réponds. Ouais. Parce que ces gens-là, Ah oui, tu réponds pas. hein, quand ils faisaient du part de marché. Apolline de Malherbe, mais Cyril Non, Hanouna, mais je vais te dire, Apolline de Malherbe, à un moment donné, quand Ouais. la première fois, elle fait, parce qu'il y a la légende qui dit que je suis BFM. J'ai beaucoup plus été sur CNews que BFM, je l'ai fait 2 fois. La première fois, c'est Malherbe et la deuxième fois, c'est Toussaint. Toussaint, il a toussé beaucoup. Une fois que je suis sorti du plateau. Et Apolline de Malherbe, je me rappelle, j'avais une assistante, une deuxième assistante, et j'avais eu Apolline de Malherbe qui ne comprenait pas pourquoi je refusais de venir sur son plateau. Jusqu'à avoir un entretien avec Madame Pigalle, directrice de l'information de BFM TV, qui ne comprenait pas pourquoi je ne venais pas sur le plateau. 1 heure d'entretien avec Madame Pigalle, on a passé une demi-heure à parler de part de marché. Avant de parler de propagande sur les médias mainstream, il faut juste parler de régie publicitaire où les mecs sont là pour nous vendre un espace disponible et vendre du coca derrière, comme disait un célèbre PDG de TF1. Tu vois ? Quand tu vois que CNews a survécu, ou du moins a su se rétablir grâce au mouvement des Gilets jaunes quelque peu, ça m'a été dit. Parce que les parts de marché ont été énormes sur le mouvement des Gilets jaunes. Alors certains te diront, ouais, mais on a fait plusieurs heures sans passer de pub. Oui, mais il y avait de la pub quand même comme derrière. Sud Radio d'ailleurs. D'accord ? Très bien, je Sud l'entends. Radio, Mais ces gens-là, Sud Radio qui a quand même fait. c'est plus Berkoff avec qui, Ouais, voilà. Après, c'est un peu. Depuis que Maïsto est parti, ça a un peu changé d'identité, donc forcément, je suis mal vu. Mais Didier Maïsto, tu as des nouvelles un petit peu ? pas plus que ça. J'ai coupé court. Ça vient de moi. Voilà. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il avait soutenu quand même beaucoup ce mouvement. Ah oui, non, mais ça, en tant que gilet jaune, je ne réfute rien. C'est juste l'attitude des gens à un moment donné qui, moi, m'exaspère et que j'ai pas le temps de donner du crédit à des gens comme ça, c'est tout. Voilà. Et l'attitude de Didier t'a exaspéré ? Tu sais, à un moment donné, les gens m'ont dit, t'es vachement entouré, Jérôme. Et un jour, tu te trouveras tout seul, tu te casseras la gueule. Ça, je le savais. Ma vie a fait que, tu sais, j'ai travaillé chez Disney, c'est 10 000 collègues. J'ai travaillé au Club Med, c'est énormément de collègues. Je sais qu'à un moment donné, les gens vont et viennent. Je sais qu'à un moment donné, tu vas être vachement entouré, puis à un moment donné, tu vas te retrouver tout seul. C'est comme ça, la vie. L'eau de la vie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ces gens-là qui disaient, t'inquiète pas, bah inquiète-toi. Les seuls qui ne sont venus vers moi, dans les pires moments, c'est ceux qui ne m'ont jamais dit, t'inquiète pas, je serai là le jour où tu en auras besoin. Tu vois ? Voilà, après, chacun sa vie. Il a eu beaucoup de mésaventures aussi, malheureusement, aussi, sur l'engagement qu'il a pris. Il a pris très très cher, il a Je pense énormément qu'il l'a payé, perdu. d'ailleurs, On ne va pas rentrer dans les détails, mais je sais qu'il a énormément perdu. Et je le regrette pour lui malgré tout. Parce il a que, payé professionnellement. Ah, mais complètement. Quand on nous dit les gilets jaunes, c'est simplement des bouffons d'assistés avec un cigare et bouffant du diesel. Si tu prends l'exemple de Maïsto, ça ferme la gueule à tous les autres. Hein. Tout simplement. Et c'est pas le seul. Alors Jérôme, il y en a un que tu n'as pas cité, on va revenir à lui, puisque c'est donc lui qu'il faut, peut-être s'il y a quelqu'un à remercier, c'est pas moi, mais c'est en tout cas lui d'avoir accepté, puisque je t'ai en effet dit, pour être tout à fait donc ce que je disais transparent pour les gens qui nous regardent, donc suite à ce début d'échange qu'on commençait à avoir de nouveau, je lui dis, écoute, je t'ai dit, écoute Jérôme, plutôt que de parler et de réengager le débat avec moi, le mieux c'est que finalement, puisque c'était Adrien Abosi dont il s'agissait, qui t'avait un petit peu fait, on va dire, partir sur le chapeau de roue, voilà, j'ai à nouveau parlé avec Adrien, puisque d'ailleurs j'étais en discussion régulière avec lui suite à ces dernières émissions Bistro Liberté qu'on avait faites ensemble, et il a accepté. Donc Adrien Abosi, bonsoir, pardon pour cette très longue introduction, mais je crois qu'elle le méritait. Vous êtes avocat, auteur aussi, vous aviez écrit sur les Gilets jaunes, vous étiez un compagnon de route vous aussi de ce mouvement. J'étais un Français parmi les Français. Voilà. J'étais pas une cheville ouvrière comme Jérôme, mais disons que j'ai accompagné le mouvement et je l'ai soutenu à ma petite échelle, je dirais. Alors, donc vous êtes juste rencontrés 5 minutes avant ce débat. Je vous ai demandé de ne pas commencer le débat avant que les caméras tournent. Pourquoi vous avez accepté de répondre ? Parce que je vous ai dit que Jérôme était assez remonté et vous avez tout de suite accepté. Les Gilets jaunes, alors, pour dire les choses simplement, je suis français, patriote français, nationaliste français, j'aime mon pays. Et très généralement, ce qui me fait aimer la France, c'est ce qui vient du passé. Les Gilets jaunes, ça m'a fait être fier de français pour quelque chose
du présent que j'ai vécu. Donc c'est un mouvement qui est très important pour moi et qui a eu sa continuité d'ailleurs avec la lutte contre la dictature sanitaire, où j'étais davantage présent, je dirais. Donc tout ce qui permet de revenir sur ce mouvement, d'en parler, de le comprendre, de diffuser, parce que selon moi c'était une émanation d'anthropologie française, les Gilets jaunes. Bon, on y reviendra. Tout ce qui permet d'en parler, de mieux le comprendre, et je dirais d'en poursuivre le souffle, est bon à prendre. Voilà. Et vous, j'entre tout de suite dans le vif du sujet, lors du dernier donc, Bistro Liberté, avec en effet cet échange vif entre vous et Philippe Pasco. Oui, parce qu'il y a des leçons à tirer. Vous aviez, on ne va pas commencer tout de suite le débat là-dessus, mais en tout cas, c'était pour juste introduire, vous aviez donc laissé entendre que le gilet jaune avait été récupéré ou instrumentalisé. Je ne l'ai pas laissé entendre, je l'ai dit. Et vous le redites. Et je le maintiens. Bon, et ben ça va être l'objet justement de cette confrontation. Alors, chers amis, si vous le voulez bien, 3 parties dans ce débat. Dans une première partie, on va parler des origines justement de ce mouvement des Gilets jaunes. Dans une seconde partie, on parlera justement de la radicalité initiale du mouvement. Quelle était-elle? Quelle est-elle encore? Si ce mouvement, vous allez me le dire, continue selon vous eh bien, d'exister encore un avenir. Et enfin, dans un dernier temps, on parlera donc de la raison pour laquelle le mouvement s'est ensuite essoufflé. Je précise qu'on va essayer de débattre près de 2 heures, ça va être important, et qu'il y aura 2/3 de ce débat qui seront diffusés eh bien, gratuitement, oui, on peut le dire, grâce justement aux gens qui nous soutiennent. Et puis évidemment, la dernière partie, comme lors du dernier débat, sera réservée uniquement à nos abonnés. Je tiens encore une fois à remercier ceux qui nous soutiennent et qui sont abonnés, puisque, n'en déplaise à certains, c'est uniquement, et je le redis encore une fois, grâce à ces abonnés qui nous soutiennent, eh bien, que nous pouvons financer et produire ces émissions. J'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe qui est derrière cette émission. Alors, première question, donc, les origines de ce mouvement. Cher Jérôme Rodriguez, d'abord, comment expliquez-vous l'émergence du mouvement des Gilets jaunes? Ça couvait depuis longtemps, ça remonte donc à 2018 maintenant. Si je me fixe à ma propre personne, au ressenti que moi j'ai vécu, il est difficile que je puisse parler pour les autres. La principale raison de cette mobilisation? Moi, je faisais partie de ces gens qui ne font partie d'aucune association, qui ne font partie d'aucun parti politique, qui est seul sur son canapé le soir quand il rentre du travail et qui regarde les informations et qui a quand même cette nette impression, si ce n'est plus qu'une impression, que quelque chose ne tourne pas rond, que ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, ceux qu'on appelle les élites, vont à l'encontre aujourd'hui des besoins, et non pas de ce que veulent les gens, mais des besoins aujourd'hui des Français, des désirata des Français, et que ces derniers ne répondent pas, et que même aucune association, aucun syndicat, aucun parti politique n'est à même aujourd'hui de répondre à la majeure partie, voire même l'entièreté aujourd'hui, des citoyens vivant en France, et qui n'apportent aucune réponse, et qu'à défaut de leur apporter des réponses, ne font que leur faire porter la responsabilité de leur manque de savoir-faire, leur manque de responsabilité aussi, et toujours nous faire payer à nous, ceux qui travaillons, ceux qui donnons de notre sang, de notre sueur, ceux qui sont responsables à la fois de leur famille, de leur journée de travail et de leur vie de tous les jours dans la rue, et qu'on ne cesse de taper dessus, qu'on ne cesse de venir chercher de l'argent, qu'on ne cesse de venir porter les responsabilités de leurs erreurs. C'était juste plus possible. Moi, je faisais partie de ces gens-là, comme beaucoup de gilets jaunes, qui restaient dans l'attente que quelque chose de populaire, quelque chose de plus... Il y avait les bonnets rouges. Il y avait eu les bonnets rouges, à l'exemple des bonnets... C'était un peu les successeurs des bonnets rouges, les gilets jaunes. Comment? C'était un peu les successeurs des bonnets rouges, les gilets jaunes. Non, je pense que chaque révolte populaire aujourd'hui a son entité personnelle, si tu veux, en tout cas, et que ça peut se rejoindre sur certains, parce que quand on regarde qu'au final c'était une histoire de taxes en plus chez les bonnets rouges, ça ressemble à ce que pouvaient être les gilets jaunes, parce que je tiens à rappeler que si les gilets jaunes existent aujourd'hui, c'est pas par rapport à toutes les légendes urbaines, c'est simplement contre une taxe qui s'appelait la taxe carbone à l'époque. C'est la réelle motivation, en tout cas c'est l'étincelle qui avait mis le feu, tiens, on parle de carburant, voilà. Et ça, on a tendance à l'oublier. On est d'accord avec ça, Adrien Bozzi, ou pour vous, c'est la Révolution française qui... Non, Dieu merci, c'est pas la Révolution française. Non, pour moi, qu'est-ce que c'est les Gilets jaunes? C'est l'explosion d'un baril de poudre. Donc déjà, le baril, c'est quoi? C'est la France sous pression. Pourquoi la France est sous pression? Il y a un maximum de gens aujourd'hui, malheureusement, qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, je dis bien de leur travail. 65% des Français gagnent moins de 2 000 €. Il y a un peuple français qui est régulièrement humilié par le pouvoir. Vous êtes un pays de racistes, vous êtes un pays de misogynes, tous les hommes sont des violeurs, etc.
Les gens qui ont ma sensibilité politique et spirituelle sont humiliés par des lois dites sociétales, pro-LGBT, etc. Il y a des impôts qui dépouillent les Français. On est mis sous pression aussi au quotidien par toutes les questions migratoires, les questions des racailles, etc. Donc la France est un baril de poudre. Ensuite, il y a une mèche. La mèche, comme l'a dit Jérôme, c'était la taxe. Qui a allumé la mèche ? Maintenant, qui a allumé la mèche ? C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, qui a allumé la mèche ? Et bien, spontanément, il y a eu des gens sur les réseaux sociaux. Donc c'était Drouet, c'était Priscilla Udowski, c'était Franck Buller et Mais ça veut dire quoi, que les Français sont opposés à la lutte contre le réchauffement climatique? C'était ça que ça voulait dire? Mais non, c'est qu'à un moment donné, on demande toujours aux mêmes personnes de payer pour les conneries des autres. Un Français qui aujourd'hui va faire un crédit pour payer sa voiture, travailler pour rembourser sa voiture, mais avant, il faut qu'il aille payer l'essence pour aller travailler, mais travailler pour rembourser l'essence qu'il vient d'acheter. Et à quel moment il gagne de l'argent ? À quel moment on arrête de taxer celui qui travaille, à défaut d'aller taxer ceux qui ne branlent rien, ceux qui polluent le plus? Quand tu prends un paquebot qui est l'équivalent de 40 000 bagnoles, est-ce que lui, on a été lui chercher une taxe carbone? Est-ce que lui, on est encore venu lui chercher de l'argent? Les Français ne sont pas contre l'écologie, c'est les premiers à avoir 3 poubelles de couleur chez eux aujourd'hui. Et on leur demande encore un effort de plus, pendant que les autres se gavent, pendant que les autres ne font pas d'efforts. Et c'est ce qui a mis... je tiens quand même à préciser que les gilets jaunes, depuis que le mouvement des gilets jaunes existe, si tu prends les 20 dernières années, l'ensemble d'augmentation de taxes sur le carburant, ça fait 6 ans qu'il n'y a plus aucune augmentation de taxes. Hein. Au-delà, je ne parle pas du prix, hein, à la pompe, mais il n'y a plus jamais eu aucune augmentation de taxes sur les carburants depuis que les gilets jaunes existent. Si les Français peuvent dire merci, en tout cas, c'est qu'on a évité d'avoir beaucoup plus de taxes, parce qu'avec tous les problèmes économiques aujourd'hui, ça aurait été la première chose à se faire taxer comme à l'époque. Hein. Si tu prends J-20 années en moins depuis 2018, tu vois toutes les progressions d'augmentation de taxes. Donc c'est ce qui a aujourd'hui fait bouger les Français. Et au-delà, c'est une révolte fiscale plus qu'une révolte contre Macron? C'est pas ça, c'est plus une révolte dans le sens où payer, c'est pas un problème. Tu vois, moi je faisais mes 3000 balles par mois. Je paye mes impôts, je suis content de payer mes impôts. Le premier problème, c'est qu'est-ce que vous foutez de l'argent une fois que vous l'avez reçu? Aujourd'hui, on est assujetti à devoir justifier l'ensemble de nos achats, voire même justifier l'envie de retirer 1 000 € aujourd'hui chez la banque. Et le banquier te regarde et te demande de justifier ton argent. C'est pour entretenir ta femme. On n'a qu'à lui répondre ça. Elle me coûte cher. D'où je dois justifier le fait de demander mon argent. Pendant qu'un gouvernement ne justifie jamais. Aujourd'hui, les magasins ont l'obligation de te donner une facture et tu dois garder la facture comme eux doivent garder la leur. Nous, on n'a jamais de facture sur ce que l'on paye. Mais on doit toujours se justifier. Le problème, c'est pas de payer, c'est qu'est-ce que vous faites de l'argent aujourd'hui. Quand on voit que tu galères 20 minutes au téléphone pour avoir la sécurité sociale au téléphone, que tu galères 9 heures pour avoir accès aux urgences, que tu perds une journée pour avoir accès à une dame des impôts pour régler un problème d'impôt parce qu'on vient de te prendre un peu trop d'argent, mais tu vas en perdre. Enfin, c'est juste un truc qui marche à l'envers aujourd'hui. Et que les Français n'ont pas le temps. Tu peux pas perdre 20 minutes aujourd'hui à essayer de joindre quelqu'un, la sécurité sociale au téléphone, et surtout ne pas avoir de réponse derrière. Parce que pendant ce temps-là, tu ne travailles pas non plus. Tu vois, tout ce trop-plein qui a fait que les gens qui se sont révoltés ont juste demandé « on veut la facture aujourd'hui ». Et on veut surtout savoir que quand moi j'ai un problème, pourquoi je n'ai rien derrière? Pourquoi une personne qui aura fait 3 000 € et puis que l'année d'après, malheureusement, chômage, se casse la gueule, finit à 1 000 €, ne peut plus suivre son train de vie, ne serait-ce que pour se nourrir, pourquoi il n'a le droit à rien, cette personne? Est-ce que sur le diagnostic des origines de ce mouvement, on est d'accord, Adrien Bauzy? Oui, est-ce que c'est un hasard que ce soit arrivé sous Macron et pas sous Hollande, par exemple? Non, mais c'est une lente montée en puissance, c'est une lente dégradation vous avez des une lecture conditions de plus vie des politique, vous, hein? Non, j'ai les deux, non, mais l'un ne va pas sans l'autre, si vous voulez. Les Gilets jaunes, c'était pas seulement contre Macron, c'était, je le dis, contre la République. C'était une jacquerie contre la République. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est d'accord parce que Macron venait d'arriver. Oui, Est-ce qu'on a eu le temps? Moi, je vais dire un truc, ce qui m'a plus motivé, c'est Hollande. Quand il s'est permis de traiter de 100 dents. Moi, j'ai perdu mes dents. Perdre ses dents, c'est la chose la plus horrible. Entre perdre mes dents et perdre un œil, je préfère perdre un œil. Tu perds tes dents, tu ne manges plus. Tu digères mal, et à la sortie, tu as très mal aussi. Parce que tu ne mâches pas. Les dents, c'est inhérent à un problème de santé qui prend l'ensemble du corps. Le mec se permet de nous traiter de 100 dents. Et qui coûte une fortune. D'accord? Je fais 3 000 balles par mois. Je vais voir le dentiste, il me demande 14 000 balles pour avoir un râtelier. Je te rappelle que je suis vendeur, j'ai besoin de 2 outils de travail. Mes jambes pour tenir debout toute la journée et mon sourire pour pouvoir vendre. Et ce mec-là me traite de 100 dents. Parce que j'ai la chance de gagner un peu mieux ma vie que la moyenne générale des Français. Par contre, j'ai pas la chance de pouvoir me payer un râtelier tout neuf.
Ça, c'est ce qui m'a énervé le plus. Au final, Macron a eu cette haine et cette détestation de par la hauteur qu'il a pris sur le mouvement des Gilets jaunes, de la façon dont il nous a insultés, de la façon dont il nous a traités. Ça a fait que cette haine envers le président... Jérôme a parlé de jacquerie, hein, donc je reviens à ma question sur la Révolution, non ? Non, mais la Révolution, c'était pas une jacquerie. Non, mais ça avait précédé la Révolution. Oui, mais la Révolution française, c'était un mouvement bourgeois, surtout. Mais pourquoi c'était une jacquerie contre la République ? J'observe les faits. Les fameux blocages, mais surtout attaque des centres de finances publiques. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la République. Attaque des radars. Et la quantité de radars qui s'est fait dégrader est colossale. 2 milliards d'économies. Voilà. On peut nous dire merci. Attaque d'un temple maçonnique. Attaque d'un temple maçonnique. Ça, on ne l'avait jamais vu non plus. Et pourquoi le lien, d'ailleurs Parce que la franc-maçonnerie, c'est un des réseaux les plus puissants de la République. Le peuple français qui se sent oppressé par ce système fait une connexion assez naturelle. Voilà, tout simplement. Vous voyez, donc, toutes ces choses-là qu'on n'avait jamais vues. Et c'est ça qui est très important, c'est que, et c'est ça qui avait un côté, je pense, sidérant pour le pouvoir, c'est que c'était des modes opératoires qu'on n'avait jamais vus. La gauche a des modes opératoires qui sont du théâtre, en vérité. Une petite manif, on sait comment ça va finir, il y aura peut-être un petit peu de casse à la fin, mais globalement, le système n'est pas impressionné par ça. Là, c'était des modes opératoires qui partaient de tous les côtés, partout en France, et des modes totalement nouveaux et qui s'attaquaient à des nouveaux symboles. Même aussi, il y a eu des attaques de préfecture, il y a eu des attaques de mairie, etc. Donc le pouvoir a été sidéré. Ce qui a permis que ça tienne au début, dans les premiers jours, c'est quoi ? C'est l'extrême popularité du mouvement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans l'expression de cette radicalité, l'opinion publique était massivement derrière les Gilets jaunes. Près de 80% de la population était derrière les Gilets jaunes. Ce qui a permis Qui étaient les premiers Gilets jaunes sur les ronds-points, justement ? Alors moi, j'y étais pas. Mais je pense que la plupart des gens, comme disait Jérôme, c'est les gens qui bossent et qui n'en peuvent plus. Voilà, tout simplement. C'est ces personnes qui ont besoin de 2 formes de reconnaissance. La première, qui est peut-être la moins importante par rapport à celle que je vais te dire par la suite, c'est la reconnaissance de leur travail par la rémunération. D'être satisfait de la fin du mois qu'ils reçoivent pour pouvoir vivre l'ensemble du mois qui suit. La deuxième chose dont les gens ont besoin aujourd'hui dans ce pays, et je crois même dans le monde entier, c'est la reconnaissance en tant que personne. Tu es qui ? Je suis Eric, je suis journaliste, j'anime une émission, je suis quelqu'un. Tu vois, le journaliste qui a permis de faire en sorte que le flic se balance, en disant c'est moi qui ai tiré. Ce journaliste, je l'ai au téléphone, je lui dis merci pour le boulot que tu as fait. Ah non, tu sais, ferme ta gueule, tu prends le merci. C'est quoi ce pays où on ne peut pas remercier ? On ne sait pas remercier les gens. J'ai été chef d'équipe pendant des années. Je te garantis que quand je disais merci pour un travail accompli de la part d'un de mes équipiers, il avait une plus grosse banane que quand il recevait son SMIC. La satisfaction du travail bien fait, la reconnaissance. Tu es qui ? Je suis Christine. Je suis celle qui t'encaisse les produits. Dis bonjour Christine à la caisse. Tu vois, la personne va prendre 2 secondes à savoir c'est qui Christine, parce que c'est plus Christine, c'est la dame qui bip. Et là, tu lui donnes 5 minutes d'attention. Ma fille me disait, ma petite fille, enfin qui a 19 ans aujourd'hui, pourquoi papa, quand tu rentres dans une boulangerie, tu dis bonjour madame, bonjour Eric, bonjour Adrien ? Parce que moi je suis poli, je m'adresse à des gens, je les personnalise, ils sont quelqu'un, ce sont des gens. C'est pas une carte de sécu, c'est pas un numéro de fiscal, c'est pas une bête de travail, c'est pas un outil de consommation, ou à consommer surtout. Tu vois, de donner cette importance aux gens, de pouvoir personnaliser. Tu le prends sur mes principaux réseaux, c'est remettre l'humain au centre des choses. C'était des gens des campagnes plus que des villes, c'est ça quand même qu'il faut dire. À 90%, très certainement, mais on veut toujours faire croire que le phénomène n'était pas parisien. Oui, il n'était pas parisien, mais il était banlieusard aussi. Parce que les principaux fers de lance de Paris sont des mecs de la région parisienne. 93. Je suis né à Montreuil, j'ai vécu 30 ans dans le 93. Mon plus fidèle acolyte vient de Sevran. Et je peux t'en nommer d'autres, Jamel, qui vient du 94. Donc tous ceux avec la proche couronne et la lointaine couronne, type 60 pour les régions quand on est sur Paris, c'était des gens de banlieue. Il y a 2 France qui s'opposent là aujourd'hui. C'est ce qu'on a essayé de faire. Non, il y en a 3 qui s'opposent. Ah, lesquels ? Il y en a 3. Il y a la France du pouvoir, qui est très largement la France des boomers, très largement, pas à 100%, mais très largement. Des bobos, quoi. Non, des boomers, je dirais, de ce monde 68 heures et post-68 heures, qui est en train de mourir d'ailleurs, qui n'en a plus pour trop longtemps, dont Macron était d'ailleurs, je pense, je dirais, l'ultime avatar. Il y a la France dite des banlieues, qui veut tout et rien dire, mais en gros, ce qu'on appelle la France de la diversité. Et face à ça, il y a ce qui reste vaguement, je dirais, de ce qu'on appelait à une époque le pays réel, de cette France qui a des petits restes d'anthropologie catholique, mais tout petits, parce qu'il n'y en a plus beaucoup des catholiques en France aujourd'hui. Voilà, donc il y a 3 France qui s'opposent.
Non, on vous êtes d'accord avec- essaye de les faire s'opposer. J'ai eu la chance de vivre en Occitanie, qui fait partie des régions les plus compliquées, ne serait-ce qu'en termes de travail, d'accord? J'ai vécu dans le 93, j'ai vécu en Occitanie. Je vais te dire la seule différence qui existe avec les campagnes et les banlieues. C'est qu'en banlieue, on a juste une chance. C'est compliqué parfois, mais c'est d'avoir les transports en commun. Parce qu'en province, si tu n'as pas de transport en commun et que tu as un travail, bah, tu n'as pas de travail. Si tu n'as pas de voiture, tu es mort dans le film. L'importance du véhicule en province, c'est juste, tu crèves quoi. C'est-à-dire que tu fais 20 bandes pour aller faire de l'essence, 20 bandes pour retirer un billet, 20 bandes pour aller faire des courses, 20 bandes pour aller travailler. La seule différence, c'est ça. Sinon, le vécu est le même. C'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué de se lever le matin, c'est compliqué de travailler pour peanuts, c'est compliqué, et c'est encore plus compliqué en province si tu n'as pas de voiture. C'est la seule différence. Tu vois, moi, je suis gilet jaune, mais je ne prends pas la bagnole, je prends les transports en commun. Tu vois, je ne suis même pas assujetti à la bagnole. Je suis pas... Et puis, si j'ai 15 minutes à faire, j'y vais à pied. Donc, je pourrais n'en avoir rien à foutre. Tu vois, mais tous ces gens de province qui ont besoin de leur véhicule, qui est vital pour eux, qui peut te sauver une vie si tu as besoin d'un hôpital qui va avec, c'est peut-être la seule différence. On essaye de faire s'opposer ces gens-là, comme aujourd'hui on essaye de faire opposer par exemple l'agriculture avec le reste du monde. Mais moi je te dirais que les agriculteurs, certes ils font pousser des carottes, mais sinon on n'a pas les moyens de s'acheter des carottes, ils ne vont pas mieux vivre que nous. On est tous au final reliés et liés. Il faut arrêter de faire de nos propres combats, de nos propres luttes, un précaré qui n'appartient à personne d'autre. On est tous liés les uns aux autres. J'ai besoin de l'agriculteur. Et l'agriculteur a besoin de moi, parce que si je ne suis pas là pour lui acheter son maïs, il ne va rien vendre du tout non plus. Tu vois, il faut arrêter ce... Alors, qu'il y ait le parti pouvoir, ça je peux rejoindre Adrien, mais d'essayer toujours de... Essayons de trouver ce qui nous rejoint à défaut de ce qui nous divise. Tu prendras n'importe quel psychologue, il te dira dans un bon couple, qu'est-ce qui sépare les couples? C'est parce qu'à un moment donné, à défaut de parler de ce qui nous rapproche, on va parler de ce qui nous sépare. Alors qu'à 90%, il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent. Et c'est ça aujourd'hui le problème peut-être des médias et de façon constante de l'ensemble des gens, c'est qu'on s'insulte, on se parle mal, on n'est pas capable de se dire merci, de se complimenter. On va parler des médias et des réseaux sociaux, parce que tout est parti aussi des réseaux sociaux. La particularité je pense que dans ta vie professionnelle, tu t'es plus fait souvent engueuler que féliciter quand tu as fait du bon travail. Je confirme. Tu vois, on a cette prépondérance aujourd'hui en France à toujours chier sur les gens, à défaut de remarquer quand les choses sont bien faites. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Il faut arrêter de diviser les gens en pensant qu'il y a une catégorie de campagnards, une catégorie de banlieusards, une catégorie de... C'est pas une division qui est artificielle, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a le réel. Il y a le réel. Voilà. Moi, je n'ai pas grandi en 93 comme toi. J'ai grandi dans le sud de Paris. Et au bout d'un moment, par qui on s'est pris la pression? Par qui on s'est pris la pression? Les gens comme moi, des classes moyennes, par qui on s'est pris la pression? Par quelle population on s'est pris la pression? Alors qu'on leur avait rien fait. Laquelle? Je pose la question. Bah non, mais c'est à vous que je la pose. Je ne me suis pas fait embrouiller par les bourgeois du 16e. Voilà, on se faisait embrouiller par ce qu'on appelle toujours les racailles. Voilà. C'est des réalités. C'est pas une force extérieure qui crée artificiellement des divisions. Les divisions, elles sont là. Quand j'étais au collège... réalité, elle n'est pas la même que moi. Moi, j'ai vécu dans le 93... Je me suis battu 2 fois, quoi, avec des mecs qui ont voulu me chercher des noises, on s'est réglé à coups de pain, on n'en parle plus. Je suis content que tu ne te sois pas fait beaucoup battre. J'en suis content. Non, mais et je vais te dire un truc, limite, tu vois, sur le storytelling que pourrait avoir Bardella, j'ai eu exactement la même vie que lui, la même cité que lui, le même niveau de vie que lui. Quand il nous fait croire qu'il a grandi dans les quartiers de racailles à se faire emmerder par tout le monde, j'ai du mal à le croire quand je connais le quartier dans lequel il a grandi. Typiquement le même que moi. Mais t'as pas besoin de vivre dans un quartier de racailles pour te faire embrouiller par des racailles. Hein. Bah, à un moment donné, je Excuse-moi, sais pas, des fois j'écoute des gens, j'ai l'impression que c'était les victimes du siècle et qui se faisaient tout le temps emmerder toute leur vie, dans leur jeunesse à l'école. Enfin, je suis triste pour eux, mais c'est pas le ressenti que moi j'ai vécu. Toi, tu as de la chance. Et pourtant, j'ai vécu au milieu de cette population qu'on dit racaille. Mais moi, je te dis, mes premières années du collège, par exemple, j'ai connu l'occupation. Voilà. On baissait les yeux. Bien sûr, on a connu l'occupation. Ah, vous employez des mots forts quand même. Je ne fais pas de lien avec... L'occupation de quoi? De qui, de quoi? Parce qu'il y avait des gens qui nous mettaient la pression au quotidien, très concrètement, bien sûr. C'était une réalité. Donc après, ce n'est pas des choses qu'on a inventées. On s'est pris cette réalité dans la tronche qu'on n'a pas vu venir, parce que nous, on était bras ouverts sur tout le monde. Et voilà, on s'est pris dans la tronche une hostilité qu'on n'a pas réclamée, qu'on n'a pas créée, parce qu'on n'était pas hostile envers qui que ce soit. Et de fait, il y a des gens qui n'aimaient pas nos gueules. Je te prends un autre exemple tout bête. J'ai fait du rugby pendant près de 10 ans. Ah, on a fait pareil. Alors. Voilà, j'ai beaucoup joué en banlieue, au Mureaux, à Saint-Denis, à Sarcelles, à Rissorangis, etc. Mon club, c'était Livry-Gargan. Pardon? Mon club, c'était Livry-Gargan. Moi, c'était le Massif Central, la USEMC. Massy? Massif Central. Ah. USEMC dans le 13e arrondissement. Non, parce qu'il m'est arrivé de m'affronter avec Massy, qui avait une bonne équipe. Et ben voilà, les Mureaux, on se battait tout le temps contre les Mureaux. Ils n'aimaient pas nos gueules. Au rugby? Au rugby, cher ami, rugby. J'ai plein d'anecdotes, j'en ai un appel, tu vois. Il y a des gens qui n'aimaient pas nos tronches.
Voilà, c'est comme ça. Bon, on s'éloigne du sujet là. Ouais, pour revenir donc aux origines du mouvement, on n'a pas parlé non plus des réseaux sociaux, parce que là, j'aimerais quand même qu'on s'arrête un instant là-dessus. Ce qui a participé Ouais, tout à à fait. faire émerger ce mouvement et à le développer, c'est les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est quand même Non. assez... Ah, Moi non, aussi, quand même. pas d'accord avec ça. Non, ce qui a permis aux gens de se regrouper, c'est Tout pas est les... parti des réseaux sociaux, Jérôme. Vous Non, savez bien. tout est parti des réseaux sociaux sur un point de rendez-vous. Tout est Peut-être là que se parti. joue la vraie politique, d'ailleurs. Tout est parti simplement d'une chose qu'on ne sait plus faire dans ce bas monde, c'est simplement créer du lien social. On parle souvent des ronds-points, j'ai essayé de te l'expliquer au jour. On parle des ronds-points. Les ronds-points avaient leur importance. Sauf que la chose la plus importante au milieu de ce rond-point, c'était le feu. Et ce feu est beaucoup plus important que les réseaux sociaux parce que le feu, depuis que le monde est monde, permet à la fois de se chauffer la nourriture et de se réchauffer. Enfin, pour convier sur les ronds-points, c'était pas le feu avec les flammes qui le... Non, le feu qui permettait aux gens de Ouais. se réunir. Qu'est-ce qui se passe? On est au mois de novembre, il est 17h, il fait nuit. La seule lumière qui va exister sur ce rond-point, c'est la lumière des flammes qui vont venir quelque peu le lécher ton visage, qui ne permettra peut-être de dissocier si tu es un homme plus ou moins vieux ou une femme plus ou moins vieille. Et les gens vont juste entendre une voix et les gens vont discuter entre eux, vont créer ce lien social et vont C'est peut-être s'apercevoir. ton origine sociale aussi qui Tu vois, s'apercevoir que dans leur vie, que tu sois un homme, une femme, que tu sois chrétien ou musulman, que tu sois athée, que tu votes ceci ou que tu votes cela, putain, quand le frigo est vide, quand à la fin du mois le patron a du mal à te payer et qu'au 10 du mois tu n'as plus d'argent pour finir ton mois, putain, on est pareil quoi. Et c'est ça qui a fait réagir les gens. C'est simplement la discussion entre eux qu'ils ont pu avoir de façon physique, pas sur les réseaux sociaux. Parce que tu mets une publication pour annoncer quelque chose, certes ça va amener du monde, mais tu te casses aussi la moitié de trous du cul qui viennent t'insulter sur les commentaires. sauf qu'il n'y avait Donc, pas de censure sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Alors, ça c'est pareil, ça on ne le dit jamais, tu vois, dans l'histoire des Gilets jaunes, c'est quand même la seule et unique fois dans l'histoire où une équipe de Facebook est venue à la rencontre d'une équipe du gouvernement français pour pouvoir faire en sorte que dès que le mot gilet jaune sort sur le réseau Facebook, on puisse être enfermé dans une bulle algorithmique. Ça a été... alors ça a été compliqué à se mettre d'accord parce que les Américains travaillent d'une façon et les Français d'une autre, mais en tout cas ils se sont réunis suite à l'entretien qu'a pu avoir Macron et Zuckerberg avec deux équipes françaises et pour pouvoir faire en sorte que les Gilets jaunes ne parlent que aux Gilets jaunes. On s'est fait défoncé par Mark Zuckerberg. Et moi, je le vois aujourd'hui. Je mets une vidéo de chat, je fais 8000 cœurs. J'ai 250 000 abonnés, pour donner un ratio. Je dis Macron dans une publication, je fais 200 cœurs. 200 likes. Alors, je ne cours pas après les machins, mais c'est pour te donner un ratio, tu vois. C'est qu'on est vraiment dans un truc de dingue sur ce réseau social que peut être Facebook. Ça avait fait Peut-être pareil. qu'on préfère les chats à Macron aussi. Hein? Peut-être qu'on préfère les chats à Macron. Non, mais c'est assez impressionnant, quoi. Tu vois, tu mets un peu de cul, un peu de chat et tu fais des vues, quoi. Alors, Mais ceci dit, ouais. pour rebondir, c'est vrai que la France est totalement atomisée. Elle est atomisée par l'individualisme. Et c'est vrai que les Gilets jaunes, pourquoi ça a pris? C'est parce que ça a créé un nouveau lien social entre les gens. C'est ça. Voilà. C'est un lien qui a totalement disparu parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de corps constitué, il n'y a plus de communauté. Il y en a à la marge. Moi, par exemple, je suis catholique, bon, à ma paroisse, mais ça concerne quel pourcentage du peuple? Pas grand-chose. Il y avait eu l'affaire Benalla, hein, d'ailleurs, une petite parenthèse là-dessus. Ouais, mais Juste avant, c'est- ça n'a pas joué, Benalla, ça, c'est- non? Pas plus que ça. Mais ça fait partie, si tu veux, du cumul et du grand train Ça de t'avait toutes choqué les l'affaire, conneries on se derrière. tutoie puisqu'on se connaît. Ça t'avait choqué l'affaire Benalla? Mais ce qui est choquant, c'est pas l'affaire Benalla, parce qu'on se dit que ces gens-là sont capables du pire, c'est que derrière, il n'y a pas de justice. Qu'il n'y a rien, qu'on ne sait pas il est où ce coffre-fort, qu'on ne sait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, pourquoi il a disparu, qu'est-ce que fout Benalla. Moi, tu sais ce qui m'a choqué le plus, Benalla, c'est qu'est-ce qu'il fout avec la Coupe du Monde dans le bus, dans les mains, avoir la Coupe du Monde, ce mec-là. C'est qui pour avoir ça dans les mains, lui? T'as des millions de gens qui rêveraient de toucher cette coupe. Lui, il sort de nulle part. Tu vois, c'est plus moi ça qui m'aurait choqué. Il sort d'où ce personnage? Et surtout l'impunité qu'il a pu avoir quoi derrière. Fais disparaître un coffre-fort de chez toi, on va voir si tu prends 2 piges. Tu vois, c'est ça aujourd'hui que les gens en ont marre. C'est pas Benalla en lui-même, c'est la différence de justice en termes de conneries quand ces gens-là en font, qui payent moins que si moi je grillerais un feu rouge, quoi. Tu vois. Alors, Jérôme, tu as parlé il y a un instant de Macron. Enfin, on va évidemment en reparler sans doute tout au long de ce débat. Ça nous amène à la seconde partie, à la deuxième partie, puisqu'il y aura une troisième partie de ce débat. Donc, quelle était la radicalité initiale du mouvement? Première question, et là, je sais que ça va peut-être pas forcément te plaire, mais bon, je te la pose quand même. On ne peut pas s'empêcher quand même si je ne vous ai pas présenté par rapport à vos convictions politiques. D'où est-ce que tu parles, camarade Jérôme Rodriguez? C'est une question que j'aimerais te poser quand même. D'où est-ce que je D'où parles-tu, camarade?
C'est une question qu'on pose, c'est qu'avant d'entendre, c'est vrai, la position de quelqu'un, on aime bien savoir quelle est son origine, au-delà de l'origine du parcours de vie. C'est sur le plan de l'engagement politique, Aujourd'hui tes origines sociales. Aujourd'hui, je suis l'islamo-gauchiste préféré des racistes et je suis le raciste préféré des islamo-gauchistes. Alors ça, Adrien. Moi, on m'a pas traité encore d'islamo-gauchiste. D'accord. Je sais pas pourquoi on me l'a pas Sauf que moi, je vais juste Non, mais tu considères. Non, On va tous se je vais juste tutoyer, hein, rectifier parce qu'à un moment donné, il y en a qui existent. Ouais. Moi, je suis christiano-gauchiste. Tu vois? C'est comme ça que tu le perçois, Adrien, Jérôme Rodriguez? Non, parce que il est catholique, je suis chrétien, je pense que c'est la même chose. Moi, j'ai déjà fait 3 pèlerinages de Fatima au Portugal, je ne sais pas si vous connaissez. C'est bien. J'avais une grand-mère qui était très croyante, que j'emmenais tous les ans à Fatima quand j'allais voir. Ça fait partie de mon intimité, tu es le seul à le savoir aujourd'hui et des millions de personnes qui vont le savoir. Ouais, il y en a Beaucoup pas de gens mal. se sont posé la question aussi de savoir qu'est-ce qu'il est en politique, il est ceci, il est cela. Moi, je suis issu d'une famille communiste. Voilà. Mais mon grand-père, C'est mon intéressant. grand-père Bernard et ma grand-mère Claudette étaient des grands militants communistes au sein de la ville de Tremblay en France. Distribution de l'humanité. Et il n'y aurait dimanche pas de avec mal à mon ça, grand-père. ça a pu Non, non, t'influencer. mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me coller toutes les milliards d'étiquettes. Au moins, voilà, je le dis pour une première fois sur un média. Voilà d'où je viens. En tout cas, ma culture politique familiale, qui était aussi de gauche côté portugais, parce que mon père est portugais, est arrivé en 78 en France. Et ma mère est française, donc j'ai toute cette partie française qui était très militante communiste de par mon grand-père, ma grand-mère et ma mère, fête de l'UMA, manif Mandela pour la paix et compagnie. Bon, j'allais pas aux grosses manifs de ouf à l'époque de mon grand-père, je pense qu'il avait autre chose à faire de m'emmener là-bas. Donc j'ai été... Élevé dans la culture voilà, communiste, donc quand on me dit primo manifestant, je faisais des manifs avec mon grand-père, j'avais 6 ans. Ensuite, il y a eu le côté étudiant où... On va dire la moitié des manifs qu'on a pu mettre en place quand j'étais étudiant, c'était surtout pour sécher les cours, mais aussi des fois pour des sujets qui avaient tout leur intérêt de montrer un mécontentement d'étudiants. Mais au-delà de ça, si à un moment donné, moi j'étais arrivé au début des Gilets jaunes en disant « Ah, issu d'une famille communiste, étiquette ». Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'entre-temps, je suis un mec issu d'une famille communiste avec tout un côté chrétien. Parce que si tu prends les communistes, les chrétiens, c'est des moutons. Hein. Ils ont que ça à faire. Qui, en plus, sa première expérience professionnelle, c'est dans le grand capital de Disneyland Paris. Laissez-moi me faire mon idée. Laissez-moi prendre ce que j'ai à apprendre du côté de famille. Laissez-moi apprendre de ce que j'ai à apprendre de mon côté de vie. Je te l'avais dit, la seule chose que m'a permis de faire les Gilets jaunes, c'est de gagner en tolérance que je n'avais pas à l'époque d'avant les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en tant que bon coco, un mec qui vote Le Pen, c'est un bâtard. Tu ne lui parles pas, tu lui fais la gueule, limite tu colles des affiches, tu mets quelques baffes. Alors là, Adrien, tu vois, je finis. finis. Le mouvement des Gilets jaunes m'a permis quelque part de dédiaboliser ces gens-là, de leur donner une part de tolérance et de discuter avec eux pour ne serait-ce que prendre le temps de leur dire que si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord et que peut-être qu'ils pensent mal, et vice-versa, bien entendu, d'avoir une certaine réciproque. C'est pas mon idée politique, ce sont pas les gens avec qui j'aurais c'est ce qui t'a fait réagir, parce que quand tu as vu l'intervention entre Philippe Pasco et donc Adrien qui disait que le mouvement été radicalisé, avait été instrumentalisé, récupéré par l'extrême gauche. C'est le mot récupérer. Ça t'a rendu hors de toi. C'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, on essaie de nous faire passer pour des choses qui ne sont pas. Pourquoi moi, sur les ronds-points de PACA, qui sont majoritairement, de par la région, de droite, d'extrême droite, en tant que gauchiste, connu et reconnu entre guillemets, je puisse être accepté sur ces ronds-points. J'étais accepté par ces gens-là qui n'étaient pas sur une idée politique, alors que la politique n'avait rien à faire sur un rond-point en tous les cas, d'être accepté par ces gens-là. Donc de revoir un petit peu, et je vais même d'aller plus loin, parce que ça fait partie des principales fights que je peux avoir à gauche avec ces gens-là, d'essayer de leur expliquer, et que c'est exactement ce qui est en train de se passer pour nous. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont diabolisés, insultés de tous les noms, c'est les mecs de gauche. Moi, quand j'entends que les mecs de gauche sont antisémites, moi je ne suis pas antisémite pour un sou, hein, mon arrière-grand-père était dans les camps. La diabolisation s'est inversée. Moi, de me dire qu'il y a des gens comme moi qui sont nés dans une famille Le Pen. Eux sont indécrottables. Ils voteront Le Pen toute leur vie, tu pourras leur dire mondes et merveilles, même, ils voteront Le Pen. Puis tu as des gens qui sont aujourd'hui mécontents de tout ce qui se passe en politique et qui vont se tourner, voire même des mecs. Moi, je connais des mecs de gauche qui sont passés à l'extrême droite, hein. En termes de vote, je parle. Hein. Ce qu'on appelle le gauche-le-pénisme. Tu vois, parce qu'ils en ont eu tellement marre des conneries qu'on leur propose depuis 40 ans, vu que c'est à peu près l'âge que j'ai, qu'ils se disent toujours le même argument, tous les mêmes. Hein. Ah ben, on l'a jamais vu, elle n'a jamais essayé. On n'a jamais essayé, il faudrait peut-être qu'on voit. Alors, c'est peut-être pas les bons arguments, hein. J'ai jamais essayé de bouffer ma mère, je vais peut-être pas commencer aujourd'hui. Sauf qu'à un moment donné, ces gens-là, de discuter, et au lieu de lui dire, espèce de sale raciste, qui ne l'est pas forcément, c'est juste un mec perdu politiquement parlant.
de dire attends frérot, on va t'aider, on va essayer de retrouver le bon chemin et de le conseiller. À lui dire espèce de raciste, tu votes Le Pen, on l'a perdu. Et c'est ça qu'on n'a pas compris à gauche. Ce manque de tolérance avec des gens qui sont perdus en D'abord, politique. c'est pas tellement puissant en argument, c'est l'invective, quoi, uniquement. C'est pas l'explication. C'est-à-dire de traiter juste de Oui, raciste ou d'extrémiste de c'est droite ça, quelqu'un. non, mais moi, je l'ai connu au mouvement. Parce que je veux dire, un des derniers journalistes que j'ai eu d'un média dit de gauche, quand à un moment donné, il vient me voir et qu'il ouvre son calepin et que je lui dis, mais tu sais que c'était nous les Gilets jaunes avant qu'on était traités d'antisémites au tout début du mouvement. Tout à fait. Ouais. On y est passé, hein. Par la gauche. Nous étions des antisémites. Et je lui dis, bah tiens, c'est marrant, aujourd'hui, c'est la gauche qu'on a. Il a refermé son calepin, ça l'intéressait plus ce que j'avais à lui dire. C'était qui le journaliste? Passons. Tu vois? Sauf que, arrêtons de diaboliser ces gens. Si, moi, en tant que mec de gauche, je pense qu'il est dans l'erreur, celui qui, tu vois, celui qui vacille, celui qui ne sait pas, celui qui hésite. Moi, j'avais un gilet jaune, mon voisin, pendant 2 ans. Un mec génial. D'accord? Il m'emmène à l'hôpital, il me donne des coups de main, on va en manif ensemble. Puis un jour, on est dans la bagnole tous les deux. Il me dit, Jérôme, il faut que je te parle. Ouais. Ben moi, tu sais, en 2017, j'ai voté Le Pen. Je suis gilet jaune, hein. Je regarde, je fais, et alors? Il me dit, je suis pas raciste, Jérôme. Mais je sais que t'es pas raciste, frérot. Ça fait 2 ans que je traîne avec toi. Je connais tous tes amis, je connais ta femme qui n'est pas Les française. électeurs de gauche qui bidouillent la carte scolaire, eux, en revanche, on pourrait leur poser la question. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, le mec, tu vois, juste, tu t'es peut-être perdu politiquement parce qu'il a réalisé que c'était peut-être pas le bon choix. Après, il fait ce qu'il veut, je suis pas. Mais comme je te le disais, à un moment donné, de donner une étiquette à un mouvement. Moi, j'ai expliqué cette image. Tu pensais que dans ta vie, il y a un endroit où on ne viendrait jamais te faire chier. Eh ben, c'est l'endroit où tu chies, justement, c'est dans les toilettes. Sauf qu'au bout d'une 20 ans de vie commune, ton conjoint est capable de rentrer dans les toilettes. Donc cette intimité, ce moment de calme que tu pouvais avoir, tu ne l'as même plus. Le seul endroit où tu es seul et tu resteras seul toute ta vie, c'est dans l'isoloir. Je peux très bien te dire que je vote à gauche et que je mets un billet à droite. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et on est là toujours à essayer de chercher des étiquettes pour diviser. Alors, est-ce que, Adrien, tu maintiendrais ce que tu avais dit, puisque c'est ce qui a fait réagir? De deux choses une. Donc, tu vas redire ce que tu avais dit Moi à non Philippe plus. Pasco. Oui, mais moi non plus, j'ai jamais voté Le Pen, puisque je vote pas à gauche. Et Marine Le Pen est aujourd'hui une femme d'extrême gauche, selon moi. Donc, Ah non, elle est pourquoi Macron-compatible. Oui, mais Macron est un homme de gauche, hein. Faut pas croire. Hein. La gauche, c'est la Révolution française. Voilà. Macron, il est pour la laïcité, il est pour les droits de l'homme, etc. À sa sauce, enfin bref. Alors pourquoi j'ai dit ça sur la récupération? Donc, tu peux nous redire ce que tu avais dit exactement à J'ai dit Philippe Pasco. que ce qui a tué les Gilets jaunes, c'est sa récupération par les gauchistes, Antifa, etc. Pourquoi je dis ça? Les Gilets jaunes avaient 2 grandes forces, d'accord? On en a évoqué une, c'était le fait qu'on avait l'opinion. Massivement, 80%. Qu'est-ce qui réunit en France aujourd'hui 80% d'opinion? Pas grand-chose. La réforme de la retraite. Voilà. 92%. Et leur radicalité, d'accord? C'était quoi la radicalité initiale? C'est celle qu'on a exprimée, celle que j'ai exprimée, c'est-à-dire des modes opératoires qui ne sont pas les modes opératoires auxquels le pouvoir a assisté dans les contestations de ces dernières décennies. Comme je te l'ai dit, attaque de temples maçonniques, de centres de finances publiques, de péages, etc., même les ronds-points. Tout ça, le pouvoir n'en avait pas l'habitude. Donc pourquoi on a perdu ces 2 forces, d'accord? C'est ça la question que j'ai posée. Premièrement, les violences des antifas ont fait quoi? On fait que on a chassé les gens, pardon, hein, mais marqués à droite. Moi, je le sais, je suis nationaliste, j'ai des amis nationalistes. J'étais pas dans les premiers mouvements, mais j'ai des amis nationalistes qui étaient là dans les premiers mouvements. Et de fait, il y a une alliance entre les gens de gauche et le pouvoir pour les dégager du mouvement. Tu es d'accord avec ça, Jérôme? Et non, mais j'ai des témoignages, Jérôme. C'est que moi, j'ai des témoignages de gens que je connais très bien, qui, à l'acte 4 ou 5, se réunissent un matin près d'un parc à Paris avant que l'acte commence, et ils se font serrer par les flics. Voilà. Combien d'antifas se sont fait serrer par les flics avant le mouvement? Aucun. Et même quand ils cassaient tout, il y avait des consignes pour ne pas les stopper. Bon. Donc, cette violence de gauche a chassé les gens de droite, a éloigné les revendications de droite initiales des Gilets jaunes. Il y avait des revendications sur le pacte de Marrakech à l'époque. On n'a plus parlé de l'immigration. Il y avait des revendications fiscales. Au début, on voulait payer moins, et puis Besancenot, chez Ruquier, quelques jours plus tard, qui dit Gilets jaunes, nous dit qu'il faut payer plus. Il faut plus d'impôts, plus de justice, etc. Donc il y a une éviction des gens de droite. Donc une baisse de sympathie dans l'opinion et surtout une baisse de réserve humaine. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il n'y a eu plus que les gens de gauche, les modes opératoires nouveaux dont je viens de te parler, ils ont disparu. Et on est arrivé à des modes opératoires beaucoup plus convenus, à des manifs beaucoup plus convenus. Il y a un peu de casse parfois. Et tu es d'accord que le mouvement, il était apolitique au début? C'est même pas ça. Non? C'est même pas ça. Il n'y a pas eu un changement des modes opératoires selon toi? À partir de l'acte 9,
vu qu'on était traité de tous les noms, on a voulu montrer qu'on nous sommes des gens responsables et se conformer à la loi, c'est-à-dire en déclarant des manifestations. Ça avait deux objectifs, d'arrêter de nous faire traiter de fous qui prennent la rue et à vouloir tout casser, de montrer qu'on est quand même des gens respectables et à respecter, et peut-être aussi d'amoindrir un petit peu les violences policières, parce qu'on s'est dit, vu qu'ils prenaient la légitimité de nous flinguer à tour de bras, vu qu'on ne déclarait pas les manifs, on s'est dit qu'en les déclarant, on aurait peut-être moins de violences policières. Ça n'a pas eu effet non plus. La structuration vient du fait qu'à un moment donné, on voulait donner un autre visage que la diabolisation médiatique et de montrer que nous aussi, on était capable, comme tous les jours que n'importe quel gilet jaune ou n'importe quel citoyen vivant en France, se conforme à la loi et aux règles de droit, quoi. Alors c'est intéressant ce que tu me dis, c'est un témoignage de première main si je puis dire, mais dans ces cas-là, il fallait aller au bout de la logique. Il fallait aller au bout de la logique, c'est que si on joue la carte on utilise les cartes que le système veut qu'on utilise, il faut aller au bout. Il faut faire un parti politique, il faut désigner un chef, etc. Il n'y avait pas de leader au sein des Gilets jaunes. Justement, il y avait un entre-deux, donc si je comprends bien. Le problème, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, et ça je l'ai fait a posteriori en tirant le bilan des 4 dernières années, c'est qu'à un moment donné, il aurait fallu avoir la bascule de la structuration parce qu'il y avait une attente de structuration. Ça, c'est très intéressant, ça. Non pas de la part des Gilets jaunes, quelque part, peut-être une majeure partie, peut-être avoir une structuration, mais des gens en dehors du mouvement. La particularité aujourd'hui, c'est que je suis un visage connu. Les gens m'arrêtaient dans la rue et m'arrêtent encore aujourd'hui. Et beaucoup m'arrêtaient en disant « Moi, je ne suis pas manifestant, Jérôme, tu as vu, moi, je ne vais pas dans la rue. Par contre, si vous faites quelque chose de structuré, si vous faites un parti politique ou autre qui peut ici y ressembler, j'adhère. Je prends mon ticket, je prends mon billet, je prends ma carte. Et encore aujourd'hui, on te fait la remarque ? Oui, oui. Et je pense qu'à un moment donné, si je dois tirer un bilan parmi les nombreuses lignes négatives du vous avez un espace là, quand même. C'est peut-être une des lignes à laquelle à un moment donné il aurait fallu y aller. Mais parler de structuration au tout début du mouvement, c'était retomber dans cette parano justifiée de se dire un leader, un groupe, on n'aura plus la liberté de pouvoir s'exprimer parce que c'est eux qui. Oui, la peur de la récupération. Et aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, quand on voit que, tu vois, les syndicats qui vont parler pour 17 millions... Qui étaient contre vous au début. Oui. Non, mais il faut le rappeler, ça, pourquoi, quand même. Pourquoi ils sont contre nous ? Laurent Berger, la CGT étaient contre les Gilets jaunes au début. Pourquoi ? Parce que quand les Gilets jaunes sont rentrés dans ce combat... Parce que c'est le système. Non. Si, le syndicat, c'est le système. Moi, je vais te dire ce que c'est. Je vais encore me foutre tout le monde à dos, mais c'est comme ça. C'est qu'à un moment donné, les Gilets jaunes sont rentrés dans un combat pour gagner. Ouais. Pour qu'il y ait une fin à ce combat. Ouais. D'accord ? Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la lutte et dans le combat, c'est du business. Et bien entendu. C'est du militantisme business. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel homme politique qui s'inscrit sur TikTok et qui te fait une vidéo d'1 minute, va prendre un max de blé. D'accord ? Aujourd'hui, ce n'est plus un sacerdoce, le militantisme. À un moment donné, quand tu as le patron de la CGT qui prend 15 000 par mois, tu crois qu'elle a envie que les choses s'améliorent ? Ce sont des bourgeois. D'accord ? Oui. Tu crois vraiment, moi, je sais pas, à 5 000 € par mois pour faire du combat toute ma vie, que ce soit la guerre toute ma vie. Bien sûr. D'accord ? Moi, c'est gratuit, tout ce que je fais. Aucune monétisation, aucune rémunération. Quelques aides de 2-3 mécènes qui me donnent de temps en temps un petit coup de main. Mais moi, je le fais avec le cœur. Ces gens-là, à un moment donné... C'est des gens, des Annie, Christophe, des gens des Gilets jaunes, un petit 10 balles, un petit 20 balles, tu vois, c'est pas des milliards. Pas des milliards, d'ailleurs. Non, parce que... Et grâce à eux, merci, parce que de temps en temps, il y a des fins de mois où ça a été très compliqué, si tu veux. Mais il n'y a pas d'argent sur YouTube ou tout ça. Tous ces gens-là qui font du militantisme business, si à un moment donné, depuis 40 ans, tu n'es pas capable de remarquer que faire des manifs avec des ballons, à l'époque du Ricard et des merguez, aujourd'hui c'est des moritos et des petits acras, et de faire des chorégraphies à la Youpala, et ça je l'ai déjà dit avec les responsables. Hein. Tu sais, moi j'ai eu Martinez en face de moi. Hein. Ah, intéressant. Martinez en face de moi, que je lui dis, mais à un moment donné, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi le mec 94, 93, énergie, enseignant, enfin chacun sa merde ? Et il me regarde, me dit, c'est pas moi le chef. Frérot, tu prends 15 000 par mois et tu me dis que c'est pas toi le chef. Les syndicats font partie du pouvoir et d'ailleurs ils sont financés par le pouvoir très largement. Ils sont certainement nécessaires pour les 600 000 adhérents. Ils sont pas nécessaires. Pour les 600 000 adhérents, c'est parce qu'il y en a qui y croient. Mais moi, j'ai discuté. Alors attention. Non, mais tu as raison. À certains égards, ils sont nécessaires, mais pas les états-majors. Quand je parle du syndicat, je parle des élites. Hein. Je ne parle pas des opérationnels terrain qui, eux, ne gagnent pas peanuts à faire des jours de grève et qui perdent même leur journée. Mais si tu prends un militant de base, tu prends un militant de base et que tu lui demandes, et s'il est honnête, qu'est-ce que tu as gagné depuis 40 ans de combat ? La seule chose qu'il a à te répondre, c'est rien. Hein. Oui, je sais. Ouais. D'accord ? S'il est honnête, il ne te répondra rien. Ok ? Juste, je rebondis, parce que comme ça, je fais un petit coup de pub, sur une structuration gilet jaune. La seule chose qui a abouti à une structuration et qui est carrée aujourd'hui, c'est le syndicat gilet jaune. Personne n'en parle. Le syndicat gilet jaune s'est présenté aux dernières élections pour les TPE.
Sachez que le syndicat Gilets jaunes a été validé par le ministère du Travail, qui est quand même la Macronie. Il vient d'où ce syndicat Gilets jaunes? Il vient de l'émanation du mouvement des Gilets jaunes avec des Il est gens incarné par qui? Il est incarné par des personnes qui n'aiment pas médiatiquement être mises en avant, qui généralement correspondent avec les médias par écrit, Qui ont une couleur politique ou pas? qui sont syndicats Gilets jaunes, qui aujourd'hui ont réussi... Donc pas du tout, officiellement, pas du tout politique, ni droite ni gauche. Ils sont Gilets jaunes. D'accord? Ils ont réussi à mettre à l'amende Amazon, Carrefour City, Adecco. Aux dernières élections des TPE, autant ils ont été validés par le ministère du Travail, chose qui me paraît peu Ils sont probable. pas rouges à l'intérieur et jaunes à l'extérieur. Non, je peux te présenter les gens, tu pourras aller voir. Les personnes qui les ont empêchés aller jusqu'à 3 cours de cassation, ce sont les principales centrales syndicales. CGT, CFDT, même Binet, Très intéressant ça. Elle a eu une question à France Inter où on lui a dit mais comment ça se fait que vous êtes contre les Gilets jaunes? Ils ne voulaient pas qu'ils se présentent. Aujourd'hui, ils ont fini en 5e position pour une première élection sur des TPE. Permets-moi de... Donc à un moment donné, si les gens veulent s'intéresser à quelque chose de structuré sur le mouvement des Gilets jaunes, qu'ils aillent voir le syndicat Gilets jaunes et qu'ils sachent qu'ils ont eu, mais c'est plus que des bâtons dans les roues, c'est une forêt tout entière, de la part des autres centrales syndicales. Pourquoi? Parce qu'on leur mange leur business. Parce que le syndicat Gilets jaunes est contre, et même moi je leur ai dit qu'ils étaient débiles, toute forme de subvention. Je leur dis frérot, à un moment donné. Et pourquoi aussi ils sont contre? Parce qu'eux veulent filmer les réunions syndicales et patronales, qu'il y ait une totale transparence comme dans l'ADN des Gilets jaunes. On montre tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Donc ça, forcément, ça ne plaît pas. Moi, je leur ai dit de prendre le pognon parce qu'à un moment donné, des avocats, ça se paye. Hein. Ah oui, ça se paye, les avocats. Il faut bien le dire aux internautes. Ça. Et de gagner en transparence en disant, voilà, on a eu 10 000 de subventions, on a donné 5 000 à un avocat pour telle affaire. Bon, après, c'est eux qui dirigent. Je ne fais pas partie de la direction, si ce n'est de les mettre un peu en avant sur différentes vidéos. Mais là, on a quelque chose de structuré sur lequel on a eu cette espèce de façon de combattre qui ne plaît pas parce qu'il faut rester sur la traditionnelle manif. Et je te dis même pas que les Gilets jaunes, c'est la meilleure façon de manifester. Mais quand même, sur les ronds-points, c'était plutôt à gauche ou plutôt à droite, quand même, Jérôme, honnêtement? Régionalement parlant, dans le nord un peu plus de gauche, dans le sud un peu plus de droite. Si tu veux des étiquettes pour ceux qui se permettaient d'en parler, la seule chose qui a récupéré le mouvement des Gilets jaunes, si on parle sur un format politique, c'est le RIC. Voilà, Étienne Chouard. Il y avait quand même des sources d'inspiration. Pas que Étienne Chouard. Il y a parce quand même des sources d'inspiration intellectuelle dans ce mouvement. Étienne Chouard, je l'ai déjà eu à mes côtés sur des réunions qu'on a pu avoir. Étienne Chouard, c'est vrai que c'est le... Les figures du RIC. Voilà, c'est l'image. C'est comme on dirait, Rodriguez, c'est un gilet jaune. Mais il y en a d'autres derrière, si tu veux. Le problème, chez les RICiens, moi je les appelle comme ça, il y a Étienne Chouard qui a sa vision du RIC. Et puis il y avait un mec qui s'appelait Hakim qui avait sa vision du RIC. Et puis il y a le RIC... constitutionnel, il y a le RIC révocatoire, il y a le RIC je sais pas quoi. Même moi, à un moment donné, tu prenais une université d'été qu'on avait fait à Avignon, sur une vingtaine de stands, tu avais 6 stands différents de RIC. Je parlais avec un mec, le mec m'explique le RIC, il y a l'autre qui arrive derrière, il dit non, c'est pas tout à fait ça. Donc je les ai regardés, je dis bon alors écoutez les RICiens, mettez-vous d'accord, puis une fois que vous serez d'accord, vendez-nous votre projet. C'est pour ça que moi je parle pas trop du RIC, parce que si ce n'est à la rigueur de libérer la démocratie et de donner un peu plus de parole. Si le RIC doit prendre cette place-là, il le prendra. Mais en tout cas, s'il y a eu une forme... On entendait beaucoup parler de démocratie. C'est ça, et c'est là d'ailleurs où on a commencé à en prendre le plus plein la gueule, parce que quand on gueulait sur les prix, ça va. Mais quand on a commencé à dire, putain, il y a un problème de démocratie dans ce pays, à se faire crever des yeux, à se faire fermer, à se faire fermer nos gueules ou à se faire envoyer en prison, c'est qu'il y a un problème de démocratie. Et quand on a commencé à toucher à la démocratie, c'est là où on a encore plus ramassé. Parce que le système repose sur une hypocrisie. L'hypocrisie, c'est l'idée que le peuple est souverain. C'est faux. Qui est le souverain en France? C'est ce qu'on pourrait appeler la caste républicaine. Le RIC, moi je suis pas spécialement pour, mais en tout cas, ça aurait fait que l'initiative de la loi aurait véritablement appartenu au peuple et non plus à cette fameuse caste. Et bien là, on dissonne par rapport à ce qu'est la réalité du pouvoir en vérité. Mais j'aimerais revenir sur la collaboration des syndicats. Le 1er mai 2019, c'est très intéressant. Il était prévu de faire un événement extrêmement gros dans des beaux quartiers de Paris, et qu'ont fait les syndicats? Ils ont dévié pour que ça aille dans le 13e, etc., Place d'Italie. Un truc complètement bidon qui n'a servi à rien. Ils ont tout fait pour que le pétard fasse... Enfin, oui, même le tête de cortège il s'était barré Martinez de la manif. Voilà. Et je me suis mis à dos parce que j'ai dit ils ont enfin découvert qu'il y a autre chose qui pique que la merguez. Mais je suis content de pouvoir dire et de t'entendre vous dire que les syndicats font partie du système. Voilà. Mais ils sont payés par nos impôts. Du système. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des braves gens à la base. Moi, j'en connais, je suis avocat, je fais le droit du travail. J'en vois des braves gens qui essaient de se battre comme ils peuvent pour qu'on ait les meilleures conditions de travail possibles. Mais ça, c'est pas la réalité de la réalité. Je tiens à préciser que dans les réunions dans lesquelles j'ai été invité par des syndicats, la base
voulait impérativement rentrer dans une méthodologie gilet jaune. Je ne dis pas que c'était la meilleure. Hein. Sinon, on Non, aurait mais en tout peut-être cas, eu il moins voulait, mal. il voulait s'éloigner. Mais en des tout trucs cas, habituels. ouais, il voulait quand même avoir cette physionomie de manifestation, cette façon de manifester. Et je te le dis, hein, autant les syndicats aujourd'hui, ça ne marche pas, ça ne marche plus, autant les gilets jaunes, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Rien ne nous empêche de discuter et de revoir nos configurations de lutte, de partir sur autre chose, si tu veux. Tu vois, ça n'a pas été possible. Mais en tout cas, au sein des bases, des gens qui sont vraiment dans le combat, pour ceux avec qui j'ai du respect, qui ont leur carte, mais qui ne sont pas partie des décideurs, ces gens-là étaient dans une volonté de recourir à un schéma gilet jaune, s'il y en avait un en tout cas en termes de manifestation. Alors, Sauf que non, allez, on sort les ballons, on tire au sort qui sera les premiers et compagnie. il y a quand même, tu dis que ça ne marche pas, mais il y a quand même un héritage des Gilets jaunes. Je dirais, c'est qu'on a constitué un bloc contestataire. Et ce bloc contestataire, il s'est relevé notamment dans la lutte contre la dictature sanitaire. Voilà. Pour moi, quand on a eu les premières mesures de dictature sanitaire, notamment sur le pass, le soir même où Macron l'a annoncé, il y avait des gens dans la rue. Ces gens-là, c'était les héritiers des Gilets jaunes, et c'était la revanche des Gilets jaunes. Voilà. Et c'est ces gens-là, moi, qui m'ont fait être fier d'être T'es français. d'accord avec à ça un ou moment que pas, j'avais vécu. Jérôme? Oui, parce qu'à cette époque, on était en plein été, ça a duré Tout à 2 fait. mois, il y avait eu 9 manifestations. Je sais qu'il y avait Philippot d'un côté, il y avait les Gilets jaunes de l'autre. Nous, on a quand même réussi à mettre 30 000 personnes dans la rue en plein été. C'était du jamais vu en France. C'était les mêmes, c'est ça? Voilà. Alors, Pas tout à fait. c'est peut-être pas les mêmes. C'était pas les mêmes parce que politiquement, on était plus gilets jaunes et tout le monde, c'était ouvert à tout le monde. Alors, Côté je Philippot, vais te poser de questions à ce sujet-là. Parce Côté- que moi, j'étais avec Philippot, j'ai fait pas mal de au manifestations. Troca. La toute première manifestation, elle était gigantesque. Parce qu'il y avait une fusion. Non, Les deux. il avait des grandes manifs. La toute première surtout, elle avait été énorme. Après, il y a eu une scission systématique. Question, est-ce que vous avez pensé, songé à vous rapprocher des manifs de Philippot ou pas du tout? Moi, à titre personnel, il n'y a rien qui était prévu parce que les organisateurs de manifs Gilets jaunes à Paris étaient organisés par un groupe et des personnes bien connues. Et comme ils avaient l'habitude de les organiser tous les samedis, ils avaient leur propre manif. Et je sais qu'il y a plein de gens, pour diverses raisons au-delà de la politique, qui ne se seraient pas associés à Philippot, parce que si tu reprends la DN des Gilets jaunes, il n'y a pas de politique. Donc tu ne rejoins pas. Ouais, mais il un faisait le boulot. politique. Moi, je veux dire, Philippot, qui- c'est pas, après- c'est pas mais- ma maison Mais idéologique. qu'il Mais- fasse le boulot, grand bien lui fasse. Il a sûrement des idées qui rejoignaient, en tout cas sur le principe de liberté, de ne pas nous imposer quelque chose qu'on ne veut pas, surtout dans notre corps. Forcément, on se rejoignait. Moi, en tout cas, j'étais pas anti-vax. Moi, je suis pas docteur. Hein. J'ai pas les capacités. Si tu as envie de te faire vacciner, c'est ta liberté. Moi, Si j'ai pas envie moi, de je le faire, l'étais c'est parce la que mienne. l'ARN messager n'était pas un vaccin. Ouais, mais même ça, c'est un je autre débat. ça, On je va m'en pas rentrer carre, dans si ce tu veux. débat-là ce C'est soir. qu'à un moment donné, on crie liberté dans la rue. J'étais le premier à crier liberté. Laisse-moi ma liberté de faire ou de ne pas faire. Moi, j'avais des gilets jaunes, ils venaient me voir en me disant putain, Jérôme, je me suis fait vacciner. Frérot, est-ce que je te parle de mes problèmes d'hémorroïdes? Enfin, à un moment donné, je veux dire, c'est ton problème, c'est ta santé, il n'y a rien de plus personnel. Faites ce que vous avez à faire, J'aimerais faites-le qu'on bien vienne et en n'emmerdez parler pas des avec les ronds-points. autres. Pourquoi vous avez choisi de quitter les ronds-points un moment pour venir à Paris? Ah non, c'est les flics qui les ont Bah, moi dégagés. déjà, j'ai jamais été sur un rond-point. Tu vois, moi, je venais d'arriver sur la région, je revenais de Perpignan de l'époque, et c'est vrai que pour le coup, j'avais celui sur Non, Nice. Et pas Ça loin. n'a pas contribué à une forme de désolidarisation Non, mais- des Français à l'égard de ce mouvement? Je me rappelle d'une intervention de mon confrère Boulot, c'est ça? François, Ouais, François voilà. Boulot. À Thinkerview, qui a expliqué ça. On l'avait reçu aussi dans les accords écrits. C'est-à-dire que, selon lui, qui était quand même, je pense, bien engagé dans le mouvement, il a pris cher aussi. Hein. pendant les premières semaines, le pouvoir laissait faire les ronds-points, parce qu'il y avait l'opinion publique qui était derrière, donc on ne voulait pas trop bouger le truc, quoi. Quand la popularité s'est érodée, là, on a commencé à envoyer la police et les gendarmes pour dégager les ronds-points, et c'est pour ça que le mouvement s'est recentré, en quelque sorte, je dirais, sur Non. les villes, quoi. Non, parce que le problème, c'est qu'on a toujours focalisé sur Paris, sauf qu'il y avait des dizaines et des dizaines de manifs partout en France. Les gens sûr. partaient des ronds-points pour aller manifester à Angoulême, pour aller manifester à Bien Lyon, pour aller manifester à Pau. J'ai fait toutes les villes de France. J'ai jamais autant révisé ma géographie que pendant le mouvement des Gilets jaunes. Les gens ne venaient pas tous sur Paris, parce que sinon, ça aurait été un bordel innommable. Il y avait du monde sur Paris. Ouais, ouais. Les grosses manifs, comme par exemple celle du 18 mars, la dernière de l'Allemand, où c'était énorme ce qui s'était passé sur Paris et le nombre de gens qui étaient montés sur province. Mais moi, j'ai fait des très très grosses manifs en province, à Lyon ou même à Bordeaux, où les gens ne venaient pas forcément sur Paris et quittaient les ronds-points. Et je vais même aller au-delà sur une anecdote, c'est que le jour où j'étais manifesté à Angoulême, il y avait 5 ronds-points autour d'Angoulême. Les gens étaient contents, on était vraiment dans les débuts du mouvement, ce qui fait que tout le monde est venu en manif. Plus un pélo sur les ronds-points. Les flics ont fait le ménage en 2 heures. C'est-à-dire que tous les gens qui sont retournés sur les ronds-points d'Angoulême, tout avait disparu. Ils en ont profité qu'on vienne tous en manif sur Angoulême pour déjà
débarquer les ronds-points. Je reviens à l'aspect politique. Pourquoi, selon vous, les partis politiques ont mis autant de temps à comprendre le mouvement des Gilets jaunes? Parce qu'on leur mange le pain sur le dos. Parce qu'on vient avec des idées précurseurs, parce qu'on vient avec l'outrecuidance d'appliquer notre liberté de démocratie. On leur a bouffé leur boulot. On leur a pris leur travail, si tu veux. Ils n'ont plus aucun intérêt parce qu'on est assez grand aujourd'hui et assez intelligent pour aller se servir soi-même et de ne pas attendre des gens qui nous donnent quelque chose qu'on n'aura jamais parce qu'ils sont là d'abord pour se servir eux-mêmes. Mais comment ils se sont pris pour, là c'est Adrien, je demande ça, pour intégrer le mouvement selon toi? Le monde politique et médiatique, c'est un théâtre. Même quand il y a des oppositions, tout ça c'est orchestré, on sait très bien où le mec en face va s'arrêter, etc. Les Gilets jaunes arrivent et disent mais nous on ne joue pas à la pièce de théâtre, on joue notre partition. Et donc c'est pas sous contrôle. Et donc même les hommes politiques qui en apparence auraient dû se rapprocher des Gilets jaunes étaient contre parce que eux ce qu'ils veulent malgré tout c'est conserver la pièce de théâtre. Voilà. Exemple. Le soir de l'acte 3, Marine Le Pen, dont on aurait pu penser au regard de son discours qu'elle était très proche des Gilets jaunes, etc., et qu'elle était pour un changement, fait un article, dans je ne sais plus quel journal, un article où elle insiste sur la nécessité de conserver la Ve République héritée du général de Gaulle. Donc, il ne faut pas changer les meubles. Voilà. Il ne faut pas changer les meubles. Et les Gilets jaunes, d'ailleurs, moi, pas sur des points idéologiques sur lesquels je ne les suivais pas, mais ils voulaient, en tout cas, changer la pièce de théâtre. Voilà. Et rien que pour ça, il ne fallait pas que ça réussisse. Voilà. Les Gilets jaunes, tu avais des extrêmes droites, de la droite, du centre, de la gauche, des mecs qui votent pas, d'extrême gauche, des abstentionnistes, des royalistes, des anarchistes, tout ce qui finit en iste au final, tu vois. T'en avais de partout. Des fascistes. Moi j'ai 80 litres. Et tous ceux qui n'aiment pas le système étaient là. J'ai 80 litres j'ai une boîte de 80 litres avec toutes les archives, avec des mecs qui t'ont pondu des projets de société à lui tout seul ou des groupes de comités citoyens qui sont venus avec une ramette entière. Alors, il y a des trucs farfelus, des trucs débiles, peut-être, mais sûrement qu'il y a des choses intéressantes, peut-être une ligne chez le royaliste, puis une ligne chez... C'était ça, les Gilets jaunes. C'est d'aller chercher le meilleur de chacun, à défaut d'aller chercher le plus dégueulasse pour trouver un sujet de discussion à se taper sur le coin de la gueule. Trouvons les sujets qui nous permettent de nous réunir, de pouvoir en discuter et d'appliquer les choses. C'était ça. Enfin, pour Adrien, il s'est progressivement gauchisé ce mouvement. Ah, c'est là où tu n'es pas d'accord, toi. Mais gauchisé en quoi? Donne-moi une revendication de droite. Si à un moment donné, je vais t'en donner une. Si les mecs de droite, ça leur fait saigner du nez que dans le mouvement des Gilets jaunes, on ne parlait pas d'immigration parce que ce n'est pas ce qui préoccupait, en tout cas, le mouvement des Gilets jaunes. Et au-delà de ça, si tu prends les cahiers de doléances, qui sont une des résultantes, entre guillemets, démocratiques du mouvement des Gilets jaunes, sur lesquels on a énormément œuvré, il n'y a pas une ligne qui parle d'immigration. Alors, désolé les mecs de droite, que ce ne soit pas le sujet de préoccupation aujourd'hui de l'ensemble des Français de savoir si c'est l'arabe ou le renois qui nous vole dans notre assiette, mais c'est de savoir que déjà, que le patron évite de nous voler, en tout cas, ou du moins l'État arrête de nous voler et qu'il nous paye en conséquence. Il y avait des revendications sur l'immigration au début des Gilets jaunes, parce que c'était l'époque du pacte de Marrakech. Si, j'ai des articles. Non, le pacte de Marrakech, tu avais une entité particulière du mouvement des Gilets jaunes. Si tu prends à un moment donné le fameux Thibault, vous avez tous vu cette célèbre vidéo qui dit Macron c'est ma pute. Vous n'avez jamais vu un mec des cheveux longs? Ce mec-là, c'est un royaliste. Non, mais il n'y a pas que lui qui a porté cette revendication. Voilà. Mais il faisait partie d'un petit groupe qu'on appelait les Constituants, je crois, à l'époque. Si je dis pas de conneries, tu m'excuseras, Thibault. C'est une petite entité qui connaissait les principes de ce fameux traité de Marrakech et qui œuvrait dans ce sens et qui avait créé leur groupe Gilets jaunes pour pouvoir... Tu parles à peut-être 75% des Gilets jaunes, tu leur parles du pacte de Marrakech, ils ne savent même pas ce que c'est. Oui, non, mais tu leur dis qu'il faut arrêter de l'immigration, je pense qu'ils vont comprendre. Mais je vais donner aussi un truc qui est important. Et là, il ne faut pas faire semblant de pas comprendre. C'est des sujets, à un moment donné, qui ne concernaient pas les Gilets jaunes directement. En tout l'immigration, ça concerne toute la France. Mais je ne dis pas que ça ne les intéressait pas. Ce n'est pas les sujets qui les emmerdent. Non, mais aussi, un truc. Aujourd'hui, c'est de galérer 9 heures à aller aux urgences. Pouvoir d'achat. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Le pouvoir de vivre. Pouvoir d'achat, moi j'ai travaillé 20 ans dans le commerce. Le pouvoir d'achat, c'est un outil marketing qui te fait acheter des télés, des téléphones, pas à manger ou te nourrir. Le pouvoir d'achat, c'est pas pour t'acheter des choses dont tu as besoin, c'est des choses que tu veux. C'est pas pareil. Aujourd'hui, les Gilets jaunes demandaient de l'argent pour s'acheter ce dont ils ont besoin. Je termine mon idée, parce que ça soulève une question importante. Il y a chez beaucoup de gens de gauche, pas tous, on ne généralise pas, mais il y a chez beaucoup de gens de gauche un énorme sectarisme par rapport aux gens de droite. Le type de droite de base, quand il entend un gauchiste parler, il n'est pas d'accord avec lui, mais il ne va pas pour autant l'exclure. D'accord ? Les gens de gauche, très souvent, et je l'ai beaucoup vécu dans ma vie depuis des décennies et des décennies, quand ils t'identifient comme étant de droite,
Ils te marginalisent Voire socialement. de droite. Non, mais même, ça commence à droite. Extrême droite, c'est le Mais pire. je l'ai vécu, parce que quand je suis Donc, arrivé dans le mouvement des Gilets jaunes, la gauche pensait que j'étais donc de les gens de sans droite, savoir on leur a d'où fait je venais. fermer leur bouche. Voilà. Parce qu'ils ont la légitimité du vote. Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays où parce que le mec a été élu, il peut faire toutes les merdes qu'il veut parce qu'il a la légitimité du vote, on ne peut plus rien faire. Oh non, C'est- non, arrête. Quoi, il n'y a rien de Non, plus non. violent, de rien avoir à bouffer à la fin du mois dans son frigo? Ne fais pas semblant de pas comprendre ce que je suis en train de te dire. C'est pas les retraités qui ont tout pété dans les manifs des Gilets jaunes. Ah non, c'est pas les retraités, non. Bah, qui a tout pété dans les manifs des Pourtant, je Gilets peux te jaunes? montrer des vieux qu'on... Ouais, d'accord. C'est pas sûr. je Qui pourrais a te- tout pété dans les manifs des Gilets jaunes? Mais qui a tout pété quoi?